Salut tout le monde, on se retrouve pour cette petite vidéo après séance de Star Wars épisode 7, le réveil de la force. Alors tout d'abord on va se présenter chacun notre tour et donner notre passif par rapport à la saga, comment nous l'avons découverte et quel est notre rapport par rapport à cette dernière. Alors moi c'est Damien, et vous me connaissez évidemment sur Comic Eater. Alors moi c'est David, vous me connaissez aussi j'espère depuis un petit moment, tous les dimanches à 18 h jusqu'à là le comics du dimanche. Et à ma gauche... Moi je suis Ivan, élève du collège Ferdinand Sarrier. Et on est réunis tous les trois aujourd'hui donc pour vous parler de Star Wars, le réveil de la force. Vous n'avez pas pu passer à côté de ce film, sorti au cinéma depuis le 16 décembre. Aujourd'hui donc on va vous parler de ce film. J'aimerais déjà commencer en vous prévenant qu'il y aura des spoilers évidemment. Donc si vous n'avez pas vu le film, c'est coupez tout de suite la vidéo et revenez la voir une fois que vous l'aurez vu. Ou alors si vous n'avez vraiment rien à faire, de découvrir l'intrigue. Alors notre rapport à la saga. Moi personnellement j'ai découvert Star Wars en 2005 à l'occasion de la sortie de l'épisode 3 au cinéma. J'en avais entendu parler, mais j'avais jamais vu les films à la télé, donc j'ai découvert à l'âge de 17 ans. M6 avait passé l'épisode 1, La menace fantôme, l'attaque des clones, le 4, le 5 et le 6. J'avais regardé chaque semaine, je crois que c'était le mardi. Et puis ensuite, je suis allé voir le 3 en salle. Et depuis, voilà, c'est un univers qui me plaît bien. Et je dois dire que j'ai pas vraiment de connaissances sur l'univers étendu. C'est-à-dire que je m'y connais bien dans les films, dans les personnages, et puis dans quelques petites choses autour, mais j'ai jamais lu de roman. J'ai lu quelques comics, mais voilà, je ne connais pas spécialement l'univers étendu. Alors pour ma part, l'univers Star Wars, j'ai découvert dans les années 90 alors que j'étais encore enfant, lorsque la première trilogie passait sur M6 au temps de Noël justement, donc à cette période-là. Et donc j'ai découvert les épisodes 4, 5, 6, l'un après l'autre, c'était chaque après-midi, donc j'ai découvert la saga en un seul bloc. J'ai tout de suite été conquis par ces épisodes avant d'aller voir les épisodes 1, 2, 3 au cinéma. Alors j'aime beaucoup l'univers Star Wars, après je suis pas un grand fan absolu des films et je connais un petit peu aussi tout ce qui est série autour, que ce soit Clone Wars ou quelques romans ou quelques comics. Alors pour moi j'ai connu Star Wars à l'âge de 10 ans. Ce sont mes parents qui m'ont fait découvrir cet univers et franchement depuis je suis un fan, j'ai lu plein de biographies de personnages, vraiment je suis le fan de cette saga. Voilà, donc vous avez vu, on a déjà 3 rapports différents, ce qui va un peu faire que notre avis pourra être un peu divergent sur certaines choses par rapport à déjà notre passif sur cette saga. Alors tout d'abord on va parler de l'histoire, donc évidemment spoiler comme ça a été dit par David, et qu'est-ce qu'on a pensé de cette histoire? Alors pour ma part j'ai trouvé cette histoire un peu un miroir de l'épisode 4, il y a beaucoup de redites pour faire simple, et j'ai pas trouvé ça très enchantant, on va dire, très original. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues, pas grand chose de nouveau, mais voilà, je trouve pas ça mauvais, mais ça me laissera pas un grand souvenir en termes d'histoire. Alors moi j'ai vraiment adoré ce film au niveau effets spéciaux. Au niveau de l'histoire, j'ai pas... c'était vraiment sans plus, mais j'ai vraiment adoré ce film avec quelques nouveautés comme le robot BB-8, j'ai vraiment adoré ce nouveau personnage. Et vraiment, j'ai vraiment adoré ce film, mais ça restera pas mon meilleur film pour moi. Alors moi je dirais que point de vue histoire, alors c'est normal, ça se passe après l'épisode 6, mais moi qui suis un habitué et qui est contrairement à beaucoup plutôt apprécié vraiment la prélogie, voilà, j'ai eu du mal à me plonger vraiment au début, à me dire que c'était vraiment un film Star Wars. Alors évidemment la présence de Han Solo, de Chewbacca un peu après, de la princesse Leia m'a permis de me plonger un peu plus là-dedans, mais point de vue scénaristique, c'est vraiment le miroir de l'épisode 4, Damien a raison. Et c'est vraiment, on retrouve, on a une sorte de Dark Vador, on a une sorte de Palpatine, on a une sorte de Princesse Leia, on a une sorte de Luke Skywalker. C'est vraiment pour moi le miroir de cet épisode 4. Et voilà, quelque part un peu déstabilisé, puisqu'on ne parle pas d'Obi-Wan Kenobi, on ne parle pas de Yoda, on ne parle pas de tous ces personnages qui font, que moi j'adore et qui m'ont beaucoup touché. Il n'y a pas de... Voilà, on parle un petit peu de Dark Vador, mais sans plus. C'est vraiment axé sur Han Solo et Chewbacca, et puis également la princesse Leia et Luke. Pour ce qui est d'un retour en arrière, moi j'aurais envie qu'il y ait plus de clins d'œil et de références à la prélogie d'abord, parce que là il n'y en a carrément pas, et puis par rapport à la trilogie, voilà, qu'on puisse reparler un peu d'autres personnages. Et par contre la trilogie originale a beaucoup de références pour le coup. Il y a ce qu'il faut à ce niveau-là. Alors si on rentre un peu plus dans le détail de l'histoire, il y a quand même des nouvelles choses, des nouveaux personnages, 3 personnages principaux, alors normalement 4, mais on va dire 3 personnages vraiment importants qui sont incorporés dans ce nouveau film. Donc on a tout d'abord Rey, qui est cette jeune fille vivant sur Jakku,
et qui va découvrir au fur et à mesure qu'elle a un passif avec la Force, avec l'ordre Jedi. Alors on ne sait pas encore, c'est un peu flou. Ce personnage est assez mystérieux. J'ai pas trouvé le jeu de l'actrice extraordinaire, hein. Il n'y a pas de grosses gaffes, mais bon, l'expression se limite tout le temps à une surprise comme ça. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Et le personnage n'est pas assez approfondi à mon goût. Il est un peu immature. D'ailleurs, ça se ressent un peu dans une scène où elle va découvrir le pouvoir de la Force et s'en servir un peu comme un enfant. Ça a beaucoup fait rire les plus jeunes dans la salle quand on l'a regardé. Donc ce personnage de Rey, voilà, j'attends de voir ce qu'on va en faire. Moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Flynn, qui s'appelle FN, je ne sais plus exactement quel chiffre est derrière. Finn, voilà, FN quelque chose, d'ailleurs, petit clin d'œil, hein, son numéro de matricule, c'est en fait le numéro, enfin, c'est un rapport avec l'épisode 4 et la princesse Leia. J'ai bien aimé ce personnage, la personnification d'un Stormtrooper. Alors évidemment, on ne connaît pas tout à fait son passé, vous pourrez lire des articles sur le net, ça et là, qui expliqueraient plus ou moins d'où il vient, ce qui fait que c'est un Stormtrooper à part. J'ai bien aimé la personnification, j'ai trouvé son jeu d'acteur plutôt convaincant, sachant que c'est un acteur qu'on n'avait jamais vraiment vu auparavant. Je crois que c'est un de ses premiers films, il a eu un rôle il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé ça hier, mais ça ne m'a pas marqué. Donc voilà, plutôt convaincu. Content de revoir Harrison Ford. Alors évidemment, il a vieilli, et ça se voit. Mais voilà, content de le retrouver. Avec, bon, en VF, évidemment, c'est plus le doublage d'antan, puisque Francis Lax, qui était le doubleur d'origine, est décédé. Il est remplacé par Richard Darbois, qui est le doubleur habituel d'Harrison Ford, ce qui fait qu'on reconnaît bien la patte Harrison Ford, peut-être un peu moins la patte Solo. Mais voilà, plutôt content de retrouver ces acteurs-là. Est-ce que tu as des remarques, toi, sur les acteurs? Alors j'aime beaucoup, il y a eu des nouveaux acteurs, mais bon, c'est vrai que j'aurais aimé revoir plus les anciens acteurs parce que pour moi, j'ai quand même vu tous les films et c'est vrai que j'ai quand même bien suivi. Et là, incorporer deux nouveaux acteurs, c'est bien, mais j'aurais quand même aimé revoir certains anciens acteurs. Alors après, c'est le souhait d'Abrams et Disney, hein, parce que Disney, ils construisent quelque chose sur l'avenir. Hein. Du Star Wars, on va en avoir pendant tout un tas d'années, hein, au moins 10 ans. Et donc ils repartent sur des acteurs très jeunes, hein, ils sont très jeunes, ces acteurs, ils ont moins de 30 ans pour la plupart, à part quelques-uns, je crois 31-32 pour Adam Driver, qui incarne Kylo Ren. Et du coup, on commence voilà, quelque chose de nouveau. Donc évidemment, Finn, j'ai adoré, franchement c'est le meilleur personnage du film pour moi également. C'est nouveau le fait de se mettre du point de vue du Stormtrooper, qui jusque-là était quelqu'un qui n'avait pas de personnalité propre, à part dans Clone Wars. Ce personnage vraiment qui passe pour le coup du côté obscur, alors pas de la Force, mais du côté obscur, donc plutôt servant l'Empire, les ruines de l'Empire, à quelque chose de plus positif, même si voilà, ce personnage c'est pas un héros d'un seul coup, hein, pour la plupart du temps dans le film, il veut fuir, tout ce qu'il veut c'est fuir, et il va se révéler en faisant des rencontres, quelqu'un d'un peu plus profond qu'un lâche qui tente de s'enfuir. On a également ce pilote de X-Wing, Poe Dameron, qui lui pour le coup est plus un caméo pour moi qu'autre chose, puisque on le voit au début, on le voit à un moment donné vers le milieu du film, et puis c'est tout. Voilà. Alors qu'il a un gros potentiel, très comique, très léger, il est très sympa, on a envie d'être son ami. D'ailleurs, il connaît pas beaucoup Finn, mais on a l'impression que c'est son meilleur pote en 2 secondes quand il le revoit. Donc c'est un personnage qui, je pense, sera beaucoup plus utilisé par la suite, mais pour l'instant, c'est encore embryonnaire à ce niveau-là, dans ce personnage de Poe. Je sais pas ce que vous en avez pensé tous les deux, j'ai trouvé que l'humour était plus présent dans les autres que dans les autres films. Alors, bon point, mauvais point, je sais pas. Moi, personnellement, ça m'a pas choqué. J'aime assez quand il y a des petites choses comme ça, mais il y avait quand même pas mal de petites blagues. Je pense à la scène où BB-8, quand c'est Finn, je crois, qui lui fait ça, et qui sort une sorte de petit chalumeau et qui fait ça aussi. Ou les moments où il y a des petits imbroglios, où ils comprennent pas tout à fait ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose que, dans mon esprit, hein, je les ai vus il y a pas très longtemps, les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, un petit peu plus présent. Je sais pas ce que vous en avez pensé, si ce que ça vous a choqué. Un peu plus présent et plus fin, on va dire. C'est-à-dire que dans la prélogie, et d'ailleurs c'est le personnage le plus haï de toute la saga Star Wars, alors que moi il me pose pas vraiment de problème, hein, c'est son rôle d'être un benet rigolo. C'était beaucoup moins subtil, c'était Jar Jar qui occupait cette place d'humoriste, qui faisait des gaffes, qui était bon à rien, qui était insupportable même. Mais voilà, moi j'aimais bien ça. Je sais qu'il y en a qui l'ont pas aimé, et j'aime bien aussi cette manière de faire chez Abrams où le comique il est plus dans ses personnages, des personnages un peu plus légers, qui savent être à la fois sérieux et à la fois drôles. Donc ouais, j'ai bien aimé cet humour, ça m'a pas dérangé. Oui, aussi cette touche d'humour m'a fait sourire pendant le film, et vraiment pour moi, ça c'est bien.
On va peut-être dire un mot sur la réalisation, sur la manière qu'a Abrams de traiter ce nouveau film. Alors pour moi, c'est très correct dans sa réalisation. Alors, beaucoup m'ont dit être bluffé par les effets spéciaux. J'avoue, alors je suis peut-être un peu blasé, avoir du mal à être bluffé moi-même par les effets spéciaux aujourd'hui en 2015. On est à un tel niveau de technologie que, bah, heureusement, oui, qu'on n'a pas des effets spéciaux dégueulasses. Heureusement que Disney, qui a mis le chèque, arrive à nous faire des bons effets spéciaux. Ça, c'est quelque chose... Voilà, oui, les effets spéciaux sont très bons, mais il ne manquerait plus qu'ils soient mauvais. Je veux dire, tous les films sortis récemment sont quand même à un haut niveau d'effets spéciaux à ce niveau-là. J'aimerais assister sur un point, avant de laisser la parole à mes camarades, c'est sur la dramaturgie et la manière dont sont apportées certaines scènes. C'est quelque chose en cinéma qui est toujours vrai et dont je voulais vous parler parce que il y a des scènes et Abrams tombe un petit peu dans le cliché du réalisateur. Par exemple, on parlait du personnage de Poe, qui a le nom d'un Teletubbies, mais bon, c'est pas de la faute de J.J. Abrams, ça il l'a appelé comme ça. Personnage de Poe que l'on croit mort au début. Souvenez-vous, il a volé je sais pas quel est le nom exactement d'ailleurs du... Il a volé le vaisseau, quoi. Ouais. Il a volé le vaisseau arrive, il se pose, et là, on voit qu'ils ont un accident au moment d'atterrir sur la planète, et Finn arrive à sortir, et Poe, lui, on voit que le vaisseau disparaît dans des sables mouvants, puis explose. Et là, il était impossible que Poe soit mort. Pourquoi? Parce que c'est juste d'un point de vue dramaturgie cinématographique. La manière avec laquelle c'est filmé. Si Poe devait mourir à ce moment-là, alors là évidemment c'est un gros spoiler puisqu'on vous dit qu'il n'est pas mort, ça aurait été filmé différemment. Si Poe avait dû mourir, vous auriez eu un plan, je sais pas moi, sur une vitre, en voyant Poe comme ça, en essayant de sortir, de casser, avec Finn qui essaierait de casser le vaisseau pour qu'il puisse sortir, vous aurez eu une musique triste, vous aurez eu un plan sans doute en contre-plongée où on aurait vu le visage triste, etc. La manière dont c'est filmé, c'est-à-dire que ça s'enfonce, ça explose, Finn est surpris et il s'en va, c'est beaucoup trop court au cinéma pour que le personnage meure. Quand un personnage meurt vraiment dans un film avec cette importance, si un film est plutôt bien réalisé, on met très longtemps à le faire. Et ça c'est quelque chose que je voulais noter, moi dans la salle je me suis dit, ok, il n'est pas mort, et je pense qu'on est assez nombreux comme ça. De la même manière, sur la scène, la fameuse scène de la mort de Han Solo, quand il se retrouve avec son fils, sur cette espèce de passerelle, où son fils lui dit tiens Yann Solo, etc. Et il renie totalement le fait que ce soit son père. Et là, Yann Solo lui parle, en quelques mots, il lui dit on va te faire changer d'avis, reviens du côté lumineux, tout va bien se passer, je t'aiderai. Et là évidemment, le spectateur, non plus parce que Abrams tombe un peu dans les codes trop classiques du cinéma, le spectateur ne peut pas un instant croire qu'il est vraiment passé du côté lumineux et qu'il va vraiment devenir gentil avec cette scène où il lui donne le sabre et il va mourir. Pourquoi? La manière dont c'est filmé également. Si vraiment le fils de Solo aurait dû repasser du côté lumineux, il y aurait eu forcément une scène plus longue, où il y aurait eu de longues palabres, où Yann Solo aurait longtemps essayé de le convaincre, où l'autre aurait dit non je veux pas, c'est pas possible, où il aurait essayé de le frapper, il y aurait eu quelque chose. Mais là, la manière dont c'est amené, la manière dont c'est filmé, on savait tous. Alors pas forcément qu'il allait le tuer, parce que ça pour le coup je trouve que c'est assez osé de la part d'Abrams d'avoir tué Yann Solo, mais c'était pas crédible une seule seconde qu'il puisse passer juste comme ça, parce que Yann Solo lui dit deux phrases en fait, avant de changer. Donc c'est des choses que je voulais dire, point de vue de la réalisation. Au cinéma c'est toujours pareil, si vous avez un personnage qui meurt, si vous avez un personnage qui change d'avis, en général c'est vraiment amené avec des formes. Mais c'est voilà, un petit point que je voulais mettre par rapport à la réalisation, qui n'est pas vraiment un défaut, mais c'est pour dire que Abrams ne s'émancipe pas des codes du cinéma classique. Oui, c'est un peu ça, les codes. C'est-à-dire qu'Abrams, qui a fait quelque chose d'un peu foufou, qui explose dans tous les sens sur Star Trek, bah là il le fait pas sur Star Wars, parce que il a sans doute eu peur, il y a tellement de poids, le poids des fans, il y a Disney derrière, etc., que Abrams a fait un travail qui n'est pas typé Abrams. C'est un travail que un fan aurait fait en hommage à une œuvre. C'est-à-dire que techniquement c'est très solide, j'ai rien à redire sur la technique, hein, c'est bien fait. Il a voulu éviter au maximum les fonds verts, les effets spéciaux, parfois on est obligé. Et du coup ça se ressent parce que c'est un peu sobre je trouve dans la réalisation. J'ai pas de grandes scènes mémorables dans cet épisode en fait, c'est ça le problème. Et que ce soit dans les duels au sabre, où on revient à quelque chose d'ancien. Les différents duels au sabre qu'il y a eu, ils m'ont rien évoqué. Hein. Fini les duels à la prélogie contre Darth Maul, contre Obi-Wan, où là vraiment j'avais le frisson, et on en parlera un peu plus tard de la musique. Pareil, la musique n'aide pas en cela. J'ai plus le Duel of Fates de John Williams pour venir derrière. J'ai vraiment quelque chose de mou. Et dans les combats aussi en vaisseau, alors c'est bien fait, on revient quelque chose à l'approche de l'épisode 4 pour le coup, encore une fois le miroir.
mais j'ai pas la grande bataille, par exemple, début de l'épisode 3, cette grande bataille où on voit les vaisseaux avec ce plan rotatif, où on a un vaisseau qui passe et ensuite on a toute la flotte de Grievous et la flotte des Jedi. Bah, on n'a pas ça, c'est vraiment très minimaliste, avec quelques petits X-Wing qui viennent sauver Han Solo sur cette bataille, avec Poe qui voilà. Voilà, c'est très propre, techniquement j'ai rien à redire, mais il n'y a pas de patte particulière. George Lucas, il n'était pas très bon dans sa réalisation, c'est pas un réalisateur à la base en fait. Il a créé une grande saga, il maîtrise son œuvre, il est rêveur, ça se retrouve dans la prélogie où il fait vraiment quelque chose de très très énorme avec un aspect géopolitique, un gros récit. Ensuite dans Empire contre-attaque, on a Irving Kershner qui lui travaille beaucoup plus sur la caractérisation de ses personnages justement. Le je suis ton père, le passage avec Han Solo qui est dans la carbonite. Tout ça, ben, on l'a pas dans l'épisode 4, on n'y croit pas, dans cet épisode 7 plutôt. On ne croit pas une seule seconde à ce qu'il racontait parce qu'il n'y a pas la conviction dans les personnages que Kershner avait fait. Et l'aventure, on est plus proche pour le coup du coup de Marquand, avec le retour de Jedi, où lui pareil, il n'y a pas trop de... Les personnages ils sont pas très caractérisés, et c'est plus de l'aventure. Et ça j'ai eu ce côté aventure dans cet épisode 7, proche de l'épisode 4 et du retour du Jedi. C'est ça, je me suis fait exactement la même remarque, on n'en a pas parlé avant, mais c'est vrai que les combats au sabre, je me suis dit quel retour en arrière par rapport à ce qui avait été fait dans l'épisode 3. Souvenez-vous de la scène évidemment entre Anakin et Obi-Wan, la scène de l'épisode 3 mémorable. Là j'ai trouvé, waouh, je me suis dit il est tombé un cran en dessous, alors que sur d'autres points de vue, il a voulu trop aller dans une démesure. Par exemple, moi le plan qui m'a un peu, je me suis dit bon, l'étoile noire, enfin cette nouvelle grosse planète, quand on vous montre l'étoile noire comme ça, et puis alors là c'est pour vous montrer, ben, l'étoile noire c'était ça, alors maintenant c'est un truc immense, énorme, voilà. Je sais pas ce que tu en as pensé. Alors moi aussi c'était la même chose pour par exemple les combats au sabre laser, j'ai trouvé bien moins impressionnant que dans l'épisode 1, la menace fantôme avec Dark Maul, Obi-Wan et Qui-Gon. En plus la musique avait beaucoup joué quand j'ai regardé ce film, vraiment j'avais ce frisson qui m'envahissait à chaque fois que je regardais cette scène, et franchement quand j'ai regardé le set, c'est bien fait, mais ce ne sont pas les mêmes combats qu'on avait dans les prélogies. Alors justement, musique, on va en parler un petit peu peut-être, puisqu'on est tous les trois musiciens et on a un mélomane accompli à ma droite, donc je sais pas, qu'est-ce que tu as pensé de la musique signée John Williams? Bah, du coup hier, je suis allé sur YouTube et j'ai écouté la bande originale de Star Wars. Et il y a des bonnes choses, John Williams. Après ça reste du John Williams, ça se ressemble un peu beaucoup, sa bande musicale, sa bande sonore. J'ai écouté le thème de Rey. Le thème de Rey est pas mal, il y a un petit quelque chose caractéristique. Après pour le reste c'est beaucoup de reprises de thèmes préexistants, c'est pas trop dérangeant. Il y a le thème final quand elle monte les marches sur cette île un peu celtique pour retrouver Luke qui est très sympa, mais qui s'arrête trop tôt pour enchaîner sur le thème principal du générique. Mais le problème c'est que dans ce film là, par cette scène finale et le petit passage un peu avec Rey où c'est plus calme, le reste du temps la musique on l'entend pas. Soit elle est pas assez forte, soit elle est mal utilisée, mais j'ai pas du coup ce frisson, parce que moi dans un film j'ai du frisson quand la musique en principe aide. Et pourtant on est à une époque où c'est le cas. Vous prenez un blockbuster comme Avengers, quand vous avez les différents Avengers avec ce plan séquence qui tourne sur les Avengers avec le thème des Avengers, bah là vous avez le frisson, vous le ressentez. Et ici quand il y a les différents combats, quand Han Solo meurt, j'ai pas cette dramaturgie, parce qu'il n'y a pas John Williams derrière, ou J.J. Abrams qui a peut-être dit à John Williams, mets ça derrière. Donc voilà, la musique franchement j'ai été déçu, je m'attendais à du lourd, et voilà, elle n'est pas très présente. Il n'y a pas finalement, moi j'ai trouvé de thème qui ressort vraiment, à part la musique finale, comme tu dis, quand on arrive avec la découverte de Luke. Alors, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, j'ai plutôt bien aimé cette scène finale. Je trouve que l'iconisation à outrance de Luke Skywalker sur son île avait quelque chose d'assez mystique qui m'a plutôt plu. Point de vue musical, honnêtement, je suis allé aussi réécouter les musiques sur YouTube. Parce qu'il n'y a aucun thème musical qui m'a vraiment marqué. Aucun. Alors évidemment, on reprend les thèmes, alors quand la princesse Leia arrive, les thèmes d'antan, hein, qui sont peut-être un peu réarrangés, parfois réorchestrés, mais il n'y a pas un thème où je me dis ah ouais, ça c'est le cas. Alors qu'il y a des films récemment dont la musique, je pense par exemple à Seul sur Mars, qu'on a eu l'occasion de voir ensemble, qui est un film assez... c'est pas un film avec une épique, avec des combats, avec un film galactique, c'est un film... La musique est quand même assez émouvante. Et la musique de Seul sur Mars, elle est énorme. Alors Ivan est un fou amoureux de la musique de Hans Zimmer dans Interstellar, par exemple, où là aussi il a fait un travail fantastique. Et là, oui, on est content d'être dans une salle de cinéma et réécouter les musiques d'entendre Star Wars, parce que c'est quand même mieux que de les entendre sur son iPod ou de les écouter chez soi.
Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait qu'il n'y ait pas de thème particulier qui ressorte, à part ceux d'entre eux. Pour le coup, la bande-annonce, du coup, était plus forte, la dernière bande-annonce notamment. Quand j'avais vu cette bande-annonce, et je l'avais dit, on s'est dit, ça va être énorme. Au niveau du son, je ne savais pas pour le film, parce que j'avais pas forcément d'attente, mais rien que pour le son, je me dis, ah, ça va être énorme. John Williams a réarrangé ses thèmes, il y a vraiment quelque chose un peu à la Hans Zimmer, pour le coup, avec beaucoup plus de basses, beaucoup plus de percussions. Et on ne le retrouve pas dans le film en lui-même. Donc j'étais un peu déçu à ce niveau-là. Et justement, pour revenir du coup par ce manque d'émotion qui se retrouve dans la musique, c'est dans les scènes. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un fil directeur, mais qu'il n'y a pas de grande scène. J'ai aucune... Là, ça fait pourtant qu'une journée, mais je peux pas vous dire une grande scène dans l'épisode 7. Il n'y en a pas. Dans l'épisode 4, j'en ai pas non plus d'ailleurs. Dans l'épisode 5, j'en ai 2 déjà, au minimum. Il y a le passage avec Luke et Dark Vador qui fait sa révélation. Il y a les adieux entre Leia et Han Solo. Dans le Retour de Jedi, j'ai toute cette première partie dans le palais de Jabba, très aventure, très Indiana Jones, que j'adore. Dans l'épisode 1, le combat contre Darth Maul. Dans l'épisode 2, le Colisée. Et dans l'épisode 3, bah, là, c'est mon épisode préféré, donc il y a presque que des scènes cultes. Hein. Mais là, il n'y en a pas. Je peux pas me dire, il y a un élément, ah, je vais m'en souvenir. Ça va être marqué à jamais que cette scène-là, elle est bonne. Tout à fait. Je me suis posé une question pendant le film. Est-ce que ils ont tué Han Solo, donc Harrison Ford, non, ils l'ont pas vraiment tué en vrai, mais pour pas le faire réapparaître dans les prochains films. Est-ce que vous avez la réponse? Je sais pas. Alors moi je sais pas, déjà Damien, tu sais peut-être si dans l'univers étendu, dans les romans, est-ce qu'il meurt effectivement Han Solo tué par son fils ou pas? Ça moi j'en sais rien. Non. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, il y a des théories comme quoi il pourrait revenir, parce qu'on n'a pas vu sa dépouille, etc. S'il revient, c'est gros foutage de gueule. D'un point de vue de l'acteur, il faut savoir que Han Solo voulait mourir dans le Retour de Jedi. Il avait demandé à George Lucas de tuer son personnage, parce qu'il considérait qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait faire avec ce personnage. Là, c'est déjà, vu qu'il y a du temps qui a passé, il est revenu, et il incarne un autre Han Solo. Donc à ce niveau-là, c'est bien. On voit que c'est plus le baroudeur. Il est toujours baroudeur, mais voilà, il est blasé. Il est blasé de la vie. Et je ne pense pas qu'il reviendra. Ce serait vraiment n'importe quoi, franchement, s'il revient, comme tu l'as dit. Et dans l'univers étendu, non. Alors, l'univers étendu, justement, Abrams s'en inspire beaucoup. C'est-à-dire que ce Ben, parce qu'il c'est Ben Solo, en fait, il est basé sur Ben Skywalker, qui est le fils de Luke Skywalker. Et en fait, ce Ben Solo reprend le rôle de Jacen Solo dans l'univers étendu, qui a ce même rôle, mais c'est mieux travaillé dans les romans. Le problème, c'est que voilà, il a vu son cousin ou sa sœur, je sais plus quoi, être torturé, et du coup, il passe au côté obscur. Sauf que là, lui, il passe du côté obscur, pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, c'est juste pour moi un enfant gâté, pour l'instant, qui il a envie de tester autre chose que ses parents, il ne veut pas faire comme les autres. Donc en conclusion, on peut dire que c'est un film qui nous laisse déjà avec plein de points d'interrogation. Pourquoi Luke a décidé de s'exiler alors que voilà, il était quand même bien assis après ce qui se passe dans le Retour du Jedi. Alors évidemment, on vous dit que c'est par rapport à ce qu'il a vécu avec un élève qui a mal tourné, on comprendra vite que s'il s'agit du fils de Yann et de la princesse Leia. Mais de là à vraiment s'exiler, pourquoi est-ce que le personnage de Rey arrive à maîtriser la force, fille de Luke Skywalker, fille de Han Solo, ça j'ai vraiment du mal à le croire, ou descendante des Kenobi, ou descendante des tout premiers Jedi. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Je pense que là, on a tous notre avis sur le film, il est peut-être progressif de la droite vers la gauche, à savoir que pour moi, c'était plutôt moyen plus, on va dire. Ça reste un bon divertissement, je ne me suis pas ennuyé pendant les 2h15, mais je m'attendais vraiment à mieux. Donc c'est un bon moment, sans être un moment exceptionnel. Et surtout, je suis impatient de découvrir Star Wars Rogue One en fait, parce que j'adore Gareth Edwards, j'ai beaucoup aimé Godzilla qu'il a fait en 2014, et le travail apparemment qu'il est sur le point d'effectuer, il faut savoir que c'est un réalisateur qui travaille beaucoup avec son chef opérateur sur la photographie, sur la qualité d'image, et là c'est vraiment un Star Wars qui va s'émanciper du numéro 7, hein, je vous rappelle, ça se passera entre le 3 et le 4, il risque d'y avoir justement des clins d'œil, on risque vraiment d'entendre parler de Dark Vador, peut-être même le voir, qui sait, et je suis vraiment impatient de le voir celui-là parce que ça va être... Il va pas avoir la pression qu'avait cet épisode 7 et il n'a pas la pression non plus de l'épisode 8 qui sortira au mois de mai 2017. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience parce que je pense qu'il y a de belles choses à faire dans ce spin-off. Voilà. Pour ma part, si je le place d'un point de vue film en lui-même, et si je n'avais jamais vu de Star Wars, je trouverais ça très bien. C'est très bien, c'est très solide. C'est un bon film pour découvrir Star Wars. Mais après, c'est un film de science-fiction comme un autre là. Pour moi, cet épisode-là. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que j'ai vu dans la saga, bah voilà. La trilogie avait ses qualités, la prélogie amenait autre chose, et celui-là n'apporte rien pour moi. Donc j'ai été déçu par rapport à tout ce qui a été dit dans la pub, etc. Voilà. Il y avait de grosses attentes à ce niveau-là, et donc pour moi, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas un bon Star Wars.
pour résumer en une phrase. Et Greg, pour conclure. Donc moi aussi j'ai bien aimé Star Wars, mais ça ne restera pas mon préféré car moi aussi je m'attendais quand même à mieux. Mais c'est vrai que c'est un bon film de science-fiction pour moi, que ce soit au niveau effets spéciaux. Et voilà, pour moi, mais ça restera pas mon préféré, ça c'est sûr. Une petite info pour terminer, une petite info anecdotique que vous ne savez peut-être pas. Dans la scène où Rey découvre qu'elle a la force et qu'elle arrive à tester ses pouvoirs sur un Stormtrooper, la petite anecdote c'est que ce Stormtrooper qui est là, vous ne savez sans doute pas, c'est Daniel Craig qui est dans le costume. Et oui, c'est James Bond. Pourquoi? Parce qu'il rêvait de jouer dans un Star Wars. J.J. Abrams lui a proposé ce petit rôle. Alors au début ça a été démenti, il y a des gens qui l'avaient aperçu sur le tournage, il a dit que c'était pas vrai, ça a été révélé par la suite. Donc c'est une petite info rigolote qui me paraissait marrant de vous dire. Voilà, en conclusion, je pense qu'on a été complet. Surtout si ça vous plaît, si vous avez envie qu'on parle plus souvent de cinéma sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous le dire. Au contraire, même je pense que ce sera avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao! A bientôt! Au revoir.